I'm a companion. Épisode hors série aujourd'hui avec un format un petit peu différent. On vous a tourné la vidéo qu'on aurait aimé avoir au début de notre rénovation. On va aborder ici toutes les questions relatives à l'isolation du bâti ancien. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo qui va être un petit peu longue, un peu plus technique parce qu'on a la chance d'être avec Tom aujourd'hui. On va parler isolation du bâti ancien. C'est un sujet qui est mine de rien très technique dans le bâtiment. Quand on a fait l'isolation de la cuisine, on a essayé de se renseigner, on a eu 1 milliard de questions, on trouve de tout sur internet. Et je trouvais que c'était bien aujourd'hui que Tom, avec son expertise, puisse répondre précisément à ces questions-là. Et donc, qui es-tu Tom? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Merci Samy, déjà merci de nous avoir invités aujourd'hui et accueillis chez vous. Donc moi je me présente, je suis Tom Guggenbuhl, je travaille pour la société Steico France. On est fabricant d'isolants en fibre de bois. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que chez Steico, je suis ingénieur pour eux et je m'occupe principalement de 2 choses. La première, c'est la rédaction de normes. Je travaille dans le normatif et je m'occupe principalement de tout ce qui est normes sur la mise en œuvre des isolants en fibre de bois. Donc ça passe par la rédaction justement des prescriptions de mise en œuvre, des documents de mise en œuvre, tout ce genre de choses. Et mon deuxième travail au sein de la société Steico, c'est la formation. Je m'occupe de la formation en France et sur le terrain, c'est ça. Je vais accompagner les artisans, les maîtres d'œuvre, les architectes, les prescripteurs, du moins tous les professionnels de la filière construction sur la mise en œuvre, encore une fois, de ces isolants. Donc t'es pas l'ingénieur qui reste derrière son PC, t'es l'ingénieur qui va sur le terrain à la rencontre des artisans. Je suis à 50% derrière mon PC et 50% sur le terrain, ouais, c'est ça. Bon. Donc concrètement, si j'ai le choix entre isoler avec de la laine minérale ou de la laine naturelle, qu'est-ce que toi tu préconiserais? Quelle est la différence entre ces 2 matériaux de manière très simple? Alors pour moi, il y a principalement 2 différences. C'est une différence sur la gestion de la vapeur d'eau. Parce que la fibre de bois, comme je le disais tout à l'heure, c'est un matériau qui est hygroscopique, donc ça va s'équilibrer avec l'humidité de l'air. Quand on est dans un environnement humide, la fibre de bois va absorber cette humidité, et quand ensuite on est dans un environnement un peu plus sec, la fibre de bois va, entre guillemets, recracher cette humidité, la relarguer dans l'habitat intérieur, donc il y a un effet de tampon hydrique. Ça va absorber, réguler, c'est ça. Homogénéiser, ouais. La fibre de bois a un rôle d'équilibre d'humidité. D'accord. Ce que n'a pas une laine minérale, parce qu'une laine minérale, que ce soit une laine de verre c'est du verre, une laine de roche c'est de la roche, c'est pas hygroscopique. C'est-à-dire que ça va bloquer l'humidité, Ça va pas la bloquer dans le sens où c'est un isolant fibreux, donc la vapeur d'eau va pouvoir traverser l'isolant, okay. Mais par contre, l'isolant sera insensible à cette humidité, l'isolant va pas pouvoir stocker cette humidité et ne va pas pouvoir la relarguer. D'accord. Okay. C'est ça, c'est principalement ça. Donc ça c'est la première chose, c'est un rôle, il y a une différence fondamentale sur le rôle de migration de vapeur d'eau et de régulation d'humidité. Le deuxième rôle c'est le déphasage. Et là on est plus sur de la thermique. Avant on était sur de l'hygrothermie, de la vapeur d'eau, maintenant on est plus sur de la thermique. Les isolants biosourcés sont très réputés pour avoir un bon déphasage. Un bon déphasage, c'est donc un isolant qui va nous protéger du chaud en quelque sorte. Donc c'est-à-dire que l'été, quand il fait très chaud dehors, dans la journée, ça a pris en fait le froid peut-être de la nuit, ça l'a transmis dans la journée, donc c'est plus agréable. Et puis le chaud de la journée, ça va peut-être le transmettre plutôt le soir. Ça se décale de combien de temps en fait là? C'est juste que en fait, un isolant qui est réputé être bon pour le déphasage, c'est un isolant qui apportera une énorme protection. On parle de protection thermique estivale, c'est-à-dire quand il y a un pic de température à l'extérieur, quand c'est la pleine canicule à l'extérieur sur le coup des midi 14h, et un isolant qui a un bon déphasage, c'est un isolant qui va bloquer cette progression de chaleur. En fait, elle va la freiner. C'est pour ça qu'on parle en heures, c'est le décalage qu'on a entre le pic de température à l'extérieur et le pic de température ressenti à l'intérieur. Plus ce pic est long, plus on l'envoie en période nocturne, voire encore mieux le lendemain. D'accord. Quand il y a eu donc un refroidissement nocturne et que la paroi a pu se redécharger en énergie.
vers l'extérieur du coup. Et donc pourquoi la fibre de bois a un bon déphasage? C'est parce que c'est à la fois un matériau lourd, dense, Ouais. donc ça stocke de C'est vrai que l'énergie. c'est beaucoup plus lourd que de la laine classique de roche ou de verre. C'est ça. Et en fait, le poids, la masse dans un isolant, c'est super important. C'est une vraie propriété thermique pour moi, la masse. C'est avant tout une propriété physique, mais ça a un gros rôle thermique. Quand on regarde de près les formules mathématiques, quand on s'intéresse à la formule du déphasage, de l'inertie, de l'émissivité, de la diffusivité, il y a toujours une notion de masse volumique. C'est une donnée ultra importante quand on s'intéresse à la thermique du bâtiment. Donc pour qu'un matériau isolant soit performant, il faut qu'il soit lourd. Bien souvent, c'est pas le cas, parce que dans la nature, en général, ce qui est lourd, ça isole pas trop. Hein, le béton, c'est lourd, ça isole pas. La pierre, c'est lourd, ça isole pas. Le bois, c'est une bonne moyenne. C'est à la fois lourd et en plus, ça isole. Donc déjà, naturellement, le bois, ça isole. C'est un très bon isolant, le bois. Mais en plus de ça, nous, on le défibre, on rajoute de l'air dans le matériau et on arrive encore à baisser le lambda, à baisser donc la conductivité thermique. On le rend moins conducteur de chaleur, donc on le rend plus isolant. Et le dernier point, c'est la capacité thermique massique. Le bois, et du coup la fibre de bois, a une très bonne capacité à stocker la chaleur. On parle de capacité thermique massique, c'est la capacité qu'a un isolant à vraiment stocker de la chaleur en lui. C'est-à-dire qu'il restitue moins en fait ce qu'il emmagasine. C'est exactement ça. Un isolant qui n'aura pas une bonne capacité thermique massique, il va tout de suite monter en température quand il y aura une canicule à l'extérieur, et vu qu'il sera chaud, il va réchauffer l'intérieur. Okay. Alors qu'un isolant qui a une très forte capacité thermique massique, il va d'abord doucement augmenter sa température avant de restituer les calories à l'intérieur. Okay. Donc il freine tout simplement plus la chaleur. Comment sont fabriqués ces panneaux? C'est des laines qui sont assez souples. Oui, tu as dit un mot super important, tu as dit souple. Il faut savoir que ça, c'est des isolants qui sont considérés semi-rigides, donc pas souples. D'accord. En général, les isolants souples, c'est les isolants que tu vas trouver en rouleau, qui sont très compressibles et que tu mets en rouleau. Ça, c'est des isolants souples. C'est des isolants qu'on retrouve souvent en bas de mur parce que en fait, ça ne tient pas dans les montants. Oui, ça peut jouer. Mais en fait, la semi-rigidité va faire en sorte que le panneau se tient de lui-même. Complètement, ouais. Il sera beaucoup moins soumis au tassement qu'une laine souple, justement, qui n'a pas de résistance mécanique. Le critère de semi-rigidité, c'est un critère de résistance mécanique. Il existe une norme d'essai pour voir si oui ou non notre isolant est semi-rigide. Pour mettre en œuvre un isolant, notamment entre deux montants d'ossature bois dans une maison ossature bois, il faut que l'isolant soit semi-rigide, il faut qu'il se tienne par lui-même. Il faut qu'il ait une certaine rigidité. Donc du coup, comment sont fabriqués ces panneaux de fibres? Je suppose qu'on part du bois. On part du bois. Qu'on trouve où et comment on fait pour arriver à ces isolants? Et en particulier pour ces panneaux de Stekoflex, ils sont fabriqués dans le sud-ouest de la France, à Casteljaloux exactement, entre Toulouse et Bordeaux. Et donc on utilise essentiellement du pin des Landes. Donc c'est du pin maritime. Vous avez des grandes forêts? Alors pas nous, mais l'État français a des grandes forêts. On achète à l'État français, à des coopératives forestières. On achète soit du bois de petit diamètre qu'on va broyer nous, soit on achète directement de la plaquette forestière. Donc voilà, notre vraie matière première, c'est la plaquette forestière. C'est ça qui va ensuite nous servir, nous, au sein de notre usine, à fabriquer la fibre de bois. Et donc pour réaliser la fibre de bois, parce que là tu vois bien que c'est pas des plaquettes, c'est pas des copeaux, oui, c'est pas de la sciure, c'est pas un arbre non plus, c'est vraiment, on le voit ici, donc c'est vraiment de la fibre de bois. Quand tu regardes vraiment de près de quoi est constitué le Stekoflex, on voit que c'est de la fibre de bois, donc c'est pas de la sciure, c'est pas du copeau, c'est pas de la plaquette. Et alors, on a parlé de plusieurs propriétés. Pour comparer avec les autres laines, en termes d'acoustique par exemple, qu'est-ce que ça vaut? C'est bien positionné? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, on a des essais qui ont été réalisés où on compare la fibre de bois et notamment les laines minérales. On est très très bien placé sur le plan acoustique, notamment, encore une fois, grâce à la masse volumique. La masse volumique a un rôle important dans l'acoustique, et donc un isolant qui est lourd, ce sera un isolant qui isolera contre le bruit. Alors après, il faut vraiment distinguer deux types de bruits dans le bâtiment. On a les bruits aériens, c'est les bruits qui sont transmis par l'air, et les bruits solidiens, ceux qui sont transmis par les pieds. Donc pour les bruits aériens, notamment cloison de distribution, ça c'est des super bons produits. Donc produits fibreux et produits lourds. Ça va atténuer l'onde sonore, et en bruit solidien, on va avoir exactement ce même type de produit, mais un peu plus dense, et ça va être les produits là par exemple. Donc on retrouve aussi la même fibre, sauf qu'elle est beaucoup plus compressée, beaucoup plus comprimée. Là, l'ordre de grandeur... Beaucoup plus rigide pour le coup. Plus rigide, là on est clairement sur un produit qui est dit rigide, alors que là on était sur un produit semi-rigide. Un produit rigide, il n'est pas compressible.
Ok. Et ça, c'est des produits qui sont faits pour atténuer les bruits solidiens. Donc c'est notamment ce qu'on met sous un plancher, sous un parquet. Sous un parquet en pose flottante. Donc plutôt des très bonnes propriétés acoustiques. Oui. Les rongeurs, parce qu'on a pas envie d'avoir des petites bestioles qui se baladent et derrière les murs. Oui. Est-ce que c'est parce que je pense que les petites souris aiment bien le bois? Est-ce que c'est traité? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors les petites souris et les rongeurs d'une manière générale n'aiment pas forcément le bois. En tout cas, elles ne s'en nourrissent pas. Les souris ne mangent pas du bois pour se nourrir. C'est pas des rongeurs qui sont xylophages. Par contre, ils peuvent s'y nicher, ils peuvent faire leur galerie, tout à fait, complètement. Au même titre qu'ils font leur galerie dans du polystyrène, dans une laine minérale, dans du polyuréthane. Ça, c'est pas un problème pour eux. Le souci avec les rongeurs, du moins pour éviter les soucis avec les rongeurs, c'est de travailler sur des barrières physiques. Il faut bien distinguer les barrières physiques des barrières chimiques. Les barrières chimiques, c'est des produits chimiques qu'on pourrait éventuellement mettre dans les produits. Donc c'est des produits qui sont dépourvus de produits chimiques, de produits biocides. C'est des produits complètement naturels, donc ça ne va pas repousser le rongeur. Ce qui va repousser le rongeur, c'est nous, lors de la conception, il ne faut pas qu'on lui donne accès à la fibre de bois. S'il a accès, s'il y a un endroit où il va pouvoir s'y engouffrer, ben là il va pouvoir faire ses galeries, il va pouvoir nicher. Mais on fait ce qu'on appelle donc des barrières physiques. On empêche le rongeur d'accéder à la fibre. Quelles sont les méthodes pour mettre ces panneaux sur nos murs en pierre et puis pour que ça tienne? On parle de mise en œuvre alors maintenant. On va parler de mise en œuvre. C'est intéressant ce qu'on a fait ce matin en termes de doublage ITI. On a fait les deux systèmes qui sont le plus couramment utilisés, du moins en France. Le premier système, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle couramment rail montant. Rail montant, oui. Donc avec le fameux montant. on a des rails au sol. C'est ça, le fameux montant M48. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en œuvre une première couche d'isolant derrière ce système rail montant. Normalement, cette première couche d'isolant peut être fixée provisoirement avec une rosace, parce qu'elle est mise en œuvre avant le pare-vapeur, avant le rail montant, et du coup, pour le tenir provisoirement, on peut mettre une ou deux rosaces plastiques par panneau pour le tenir provisoirement. Quand cette première couche est mise en œuvre, c'est là qu'on va venir avec notre rail, nos montants, nos lisses, pour réaliser l'ossature métallique. Dans l'ossature métallique, qui fait donc 48 mm d'épaisseur, on en profite pour ajouter une seconde couche d'isolation. Qu'on croise. Qu'on vient croiser par rapport à celle qui est derrière, oui, tout à fait. C'est principalement du 40 ou du 45 mm d'épaisseur. Autant l'épaisseur qui est derrière, on l'adapte en fonction de la résistance thermique qu'on veut obtenir, et autant la deuxième couche, elle est limitée à 40 ou 45 mm d'épaisseur parce qu'elle rentre dans le montant M48. Voilà. Et après, on le voit très bien ici, il faut surtout pas oublier de mettre en œuvre le pare-vapeur. Ouais, on va en parler après, c'est un sujet très important. Okay. Donc première méthode, ça c'est la première méthode, ouais, tout à fait. Et deuxième méthode? La seconde méthode, on l'a faite ici. C'est une méthode qui utilise des distenseurs plastiques. Donc on est venu en premier lieu fixer des fourrures, on les voit encore là, elles ne sont pas recouvertes d'isolant. Donc on est venu fixer des fourrures dans la maçonnerie existante, dans le support. Ces fourrures vont permettre de clipser et de fixer ces fameux distenseurs plastiques. C'est les petits picots jaunes que vous voyez là en plastique. Qui évitent les ponts thermiques parce que c'est du plastique. Parce que c'est du plastique, ouais. Il n'y a pas de pont thermique, il n'y a pas d'organe métallique qui traverse notre couche d'isolant. Ça c'est super important, ouais. Et ces distenseurs permettent aussi de poinçonner, on le voit, les panneaux de fibres de bois. Et une fois qu'ils sont poinçonnés, ils tiennent provisoirement. Dans un second temps, on peut encore, dans ces distenseurs, poinçonner la membrane par vapeur. Et c'est seulement après avoir poinçonné la membrane par vapeur qu'on vient mettre nos fourrures. Après avoir mis les petites rondelles plastiques qui ont le profil permettant d'emboîter la fourrure F530. Et ensuite, on travaille avec des fourrures, non pas des montants, mais cette fois-ci avec des fourrures verticales, repris dans les points durs. Là, on en a mis deux, un à peu près à 1 mètre de hauteur et un deuxième à 2 mètres, parce qu'on a des murs qui font 3 mètres, hein, 3 mètres 50 3 mètres 05. 3 mètres 05, donc on a un point dur, un distenseur tous les mètres. Donc on est pris en bas, on est encastré dans une lisse. On a un premier point dur à 1 mètre, un deuxième à 2 mètres, et on est encastré en haut dans la lisse haute. Okay. Ça c'est le système voilà, avec les distenseurs métalliques. Le gros avantage de ce système... Toi c'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi ton système préféré? Le gros avantage de ce système, c'est que, tu vois ici, les gaines, on va pouvoir les faire filer devant le pare-vapeur. Donc là on voit, toutes les gaines sortent à un endroit, on a un défaut d'étanchéité à l'air à gérer, ça se gère très facilement. Comment ça se gère d'ailleurs? Ça se gère avec des patchs, des membranes qui viennent épouser la forme de la gaine, c'est des accessoires d'étanchéité à l'air. En général, les fabricants de pare-vapeur ont toute une gamme
d'étanchéité à l'air, d'accessoires, des cornières qui permettent de gérer aussi tous les raccords bois, raccords maçonnerie, primaire d'accroche, tout ça c'est des accessoires de fabricants de pare-vapeur. Donc là, nos câbles sortent à un endroit, ils sont devant la membrane. Exactement, ils sont devant la membrane et l'intérêt ensuite d'avoir cette fourrure F530 qui fait 18 ou 20 mm côté chaud, devant le pare-vapeur, ça nous permet de gérer ce qu'on appelle un vide technique et ce vide technique il est devant le pare-vapeur. Si bien qu'à chaque percement d'interrupteur de prise électrique, on ne dégrade pas la membrane pare-vapeur. On la dégrade une seule fois, de manière ponctuelle, on traite ce défaut d'étanchéité à l'air et ensuite on fait passer les gaines où on veut. Ok. Donc en termes d'étanchéité à l'air et de mise en place de la membrane, on parlera un petit peu plus en détail de la membrane, mais pour toi ce système est plus performant ou peut-être plus facile à mettre en place que... Plus performant d'un point de vue étanchéité à l'air, migration de vapeur d'eau. Vis-à-vis de la membrane, on respecte plus la membrane ici. Dans ce système-là, si tu avais des gaines électriques à faire passer, ben, tu aurais été obligé de les faire passer derrière parce que là, donc, on va peut-être pas préciser, mais là la plaque de plâtre ou la plaque de Fermacell dans ton cas, elle vient directement contre la membrane. Donc on peut pas faire passer les gaines devant la membrane. Oui, donc si on veut déplacer une prise, on est obligé de percer. Et... Déjà, ouais. Et puis à chaque prise ici, si tes gaines sont derrière, bah à chaque sortie de prise, tu dois percer ta membrane, tu dois utiliser des boîtiers électriques étanches. Ici, tu travailles comme si tu étais sur un mur intérieur. I'm overdoing right. 20-something crisis. Il y a un sujet qu'on voit beaucoup sur Internet, parce que quand on se documente, c'est sur Internet maintenant. Tout le monde, enfin beaucoup de personnes disent attention, sur les murs anciens, il faut qu'il y ait une lame d'air derrière l'isolant, parce que comme ça, l'humidité va pas arriver dans l'isolant, elle va pouvoir se balader. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis là, ce qu'on a fait, en fait, il n'y a même pas de lame d'air, parce qu'on voit que la laine est bien contre la pierre. Donc c'est quoi ce sujet avec cette lame d'air? Il y a beaucoup de sujets, il y a plusieurs écoles au niveau des lames d'air, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, il n'y a pas à avoir de lame d'air entre l'isolant et le support béton parce que en fait, on part du principe qu'il n'y a pas de condensation. Il n'y a pas de condensation parce qu'on a mis en œuvre un pare-vapeur. Mettant en œuvre un pare-vapeur, on limite le point de condensation, donc on n'a pas besoin de ménager un vide d'air. Et en fait, j'ai envie de dire, même s'il y avait une lame d'air ventilée, encore faudrait-il qu'elle soit ventilée. Si là on avait laissé une lame d'air ici, elle n'aurait pas été ventilée. Parce que tu es sur du béton en bas, tu vas être sur ton Fermacell en haut, il n'y aura pas de circulation d'air. S'il y a une circulation d'air, donc si c'est vraiment une lame d'air ventilée, tu vas baisser en performance de l'isolant. Parce que tu vas avoir de l'air froid qui peut venir de l'extérieur, rentrer dans ton isolant, et ça va dégrader les performances. Donc la seule lame d'air qu'il faut avoir dans le bâtiment, que tu sois dans le maçonné ou dans l'ossature bois, c'est à l'extérieur. La seule lame d'air que tu dois vraiment, c'est derrière le bardage, quand tu as un bardage ventilé, ou sous la couverture. Sous la couverture, souvent, les couvertures sont ventilées. Au-dessus de ton écran de sous-toiture, en général, tu ménages une lame d'air ventilée. Donc, quand la lame d'air est ventilée, c'est à l'extérieur que ça se passe. C'est pour protéger le bardage ou la couverture. À l'intérieur, la lame d'air est toujours immobile, ça sert à rien de ventiler une lame d'air, et on parle plutôt de vide technique. Encore une fois, là, tu vas avoir un vide technique. Quand tu vas plaquer ici ta plaque de plâtre, derrière, tu auras une lame d'air qui sera immobile, c'est un vide technique. C'est pas considéré comme une lame d'air ventilée. Ok. Donc pas de sujet sur la lame d'air. Elle n'est pas spécialement nécessaire, et en plus si on a des matériaux qui sont perspirants, la potentielle humidité, hygrométrie va justement transiter et va pouvoir être relâchée peut-être dans la pièce, et avec des systèmes de VMC va pouvoir être évacuée. Les matériaux sont perspirants, donc même s'il y a un petit peu de vapeur d'eau qui va migrer dans le mur, la vapeur d'eau va pouvoir traverser l'isolant fibreux. L'isolant en fibre de bois aura l'avantage d'absorber un petit peu cette vapeur d'eau, et ensuite de la restituer en période chaude côté intérieur du bâtiment, ou voire à l'extérieur, côté extérieur, si le bâtiment ancien permet cette perméabilité à la vapeur d'eau. Un autre sujet sur lequel on voit beaucoup de choses, c'est le point de rosée. Qu'est-ce qu'est le point de rosée? Est-ce que l'épaisseur de l'isolant va impacter ce potentiel point de rosée? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, tout à fait. C'est un peu... Qu'est-ce que c'est déjà le point de rosée? Le point de condensation, c'est simplement le moment où la vapeur d'eau, qui est à l'état de vapeur, parce que là... qui est dans les murs? Ouais, c'est la vapeur d'eau qui est dans les murs, ou pas dans les murs d'ailleurs, va condenser. Le point de rosée, c'est ça. C'est quand la vapeur d'eau se transforme en eau liquide. D'accord. Et comment elle se fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle va se transformer en eau liquide? Qu'est-ce qui fait qu'une vapeur d'eau devient liquide? C'est le froid. C'est la vapeur d'eau qui se refroidit. Parce qu'un air froid stocke moins de vapeur d'eau qu'un air chaud. Donc de l'air chaud, encore une fois à 20 degrés ici, va stocker de la vapeur d'eau.
Là, à l'heure où je te parle, on va avoir à peu près une humidité de 50%. Une humidité relative de 50%. Ça correspond à une certaine teneur en eau, à l'état de vapeur, dans l'air. Je prends ce même air et je le refroidis, il risque d'y avoir du brouillard, parce que l'eau, à un moment donné, va condenser. Et on va voir apparaître dans cette atmosphère des petites gouttes de condensat. C'est le brouillard. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un point de rosée dans les murs? Et est-ce que l'épaisseur joue justement Et sur on ce peut rosée? complètement avoir un point de rosée dans les murs, notamment quand on fait une isolation thermique par l'intérieur, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand tu isoles par l'intérieur, tu refroidis ton mur. Avant qu'on intervienne et avant qu'on isole, le mur, c'est-à-dire là, le côté intérieur du mur, il était dans un environnement à 20 degrés. Si là, ici, dans ta pièce, il fait 20 degrés. Il avait la température de la pièce. Exactement. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 100 mm de fibre de bois devant le mur. La fibre de bois, c'est une barrière thermique. Donc il est plus froid que tout à l'heure. Il va être plus froid. La fibre de bois va protéger le bâti ancien du chaud. Il va ramener le bâti ancien, va ramener le support du côté froid. Et à l'interface de ton mur, ça pourrait se calculer, mais tu vas avoir une température qui va avoisiner les 5-6 degrés. Donc on pourrait se dire, on va mettre un très gros isolant, comme ça on va être, la pièce va être encore plus confortable, mais ça peut être un risque pour le bâtiment. Exactement, la logique tu l'as, c'est que plus on isole, plus on augmente le risque de condensation au niveau de l'interface isolant bâti ancien même bâti neuf, bâti. Parce que plus on isole, plus on refroidit le mur. Et plus on refroidit le mur, plus le point de condensation va arriver rapidement. Et comment on sait quelle épaisseur maximum, quelle épaisseur idéale on peut mettre? Alors il y a des ordres de grandeur qui existent en fonction des secteurs géographiques dans lesquels on habite. En France métropolitaine, je parle. Et après ça s'étudie au cas par cas. Ça va s'étudier notamment dans le cas des bâtis anciens. On peut faire des études hygrothermiques. Hygrothermique statique ou hygrothermique dynamique, ça dépend, mais les bureaux d'études thermiques par exemple sont capables de préconiser une épaisseur maximale d'isolant à ne pas dépasser. D'accord. Et quelqu'un qui n'aurait pas accès à ce bureau d'études qui peut être coûteux ou tout simplement un peu trop technique, de manière générale en France, qu'est-ce qu'on peut mettre, jusqu'où on peut aller? Là on a mis du 100 je crois. 100, 120 mm c'est le bon ordre de grandeur. 120 maximum. Au-delà il faut faire attention. Au-delà il faut faire attention parce qu'encore une fois on va trop refroidir le mur. Si s'il ne laisse pas passer la vapeur d'eau, il peut y avoir une accumulation de vapeur d'eau au niveau du mur et c'est là qu'on peut commencer à avoir un point de condensation. Est-ce qu'il y a une différence déjà entre un frein vapeur et un pare-vapeur ou est-ce que c'est la même chose? Moi j'ai envie de te dire c'est la même chose dans le sens où ce qui pilote vraiment la nature de la membrane c'est la valeur SD. Tu prends un frein vapeur qui a une valeur SD de 5, pour moi c'est la même chose qu'un pare-vapeur qui a une valeur SD de 5. C'est la valeur SD qui compte. Après, frein vapeur, c'est un peu plus du marketing. Il y a une notion de on freine un peu la vapeur, on la bloque pas entièrement. Alors que par vapeur, il y a une notion de on bloque complètement la vapeur. Non, il y a un par vapeur, une membrane d'étanchéité à l'air, on pourrait appeler, avec une certaine valeur SD. D'accord, donc le SD est important et sur du bâti ancien, quel est le SD qu'il faut tout simplement? Alors la norme va te dire en climat de plaine, valeur SD 18, donc c'est une valeur SD fixe. Et en climat de montagne, valeur SD 57. Quand je dis 18 ou 57, c'est des mètres en lame d'air immobile équivalente. Donc une valeur SD, c'est l'unité de la valeur SD, c'est le mètre. Donc membrane valeur SD 18 mètres ou membrane valeur SD 57 mètres. D'accord. Donc là, on est en Normandie, donc un SD 18. SD 18 mètres. Minimum. Minimum, ouais, tout à fait. Et suffisant. Exactement. Et c'est des membranes qui sont variables, qui vont gérer de manière variable? Alors non. Ce dont je te parlais, là, les valeurs SD 18 ou valeurs SD 57 pour la montagne, c'est des valeurs SD fixes. Ensuite, tu as, comme celle qu'on a mis aujourd'hui en œuvre, des membranes qui sont entre guillemets intelligentes et qui ont des valeurs SD variables. C'est ce qu'on appelle des membranes hygrovariables. Elles vont avoir une valeur SD qui varie entre l'été et l'hiver et elles vont s'adapter à l'humidité. Elles vont se fermer à un moment de l'année où il faut bloquer la vapeur d'eau et elles vont avoir une valeur SD qui va s'ouvrir quand il va falloir sécher ce qui s'est accumulé dans le mur. Et donc c'est des membranes qui s'étudient au long terme. Et là pour ça, on utilise des logiciels d'études dynamiques. On simule les variations hygrothermiques de la membrane sur 3, 5, 10 ans. C'est pas une photographie du mur qu'on fait à l'instant T, comme va le faire Ubacus par exemple. Ubacus, oui, justement, on va en parler. Donc les propriétés sont intéressantes parce qu'en fait, elles gèrent de manière variable, elles vont adapter l'hygrométrie. Et sur Internet, j'en reviens à ça, mais
On nous dit souvent, c'est simple, tu veux savoir ce qu'il faut mettre comme isolant, tu vas sur Ubacus et tu fais tes calculs. Qu'est-ce que tu penses d'Ubacus? Est-ce que ça peut s'appliquer sur du bâti ancien? Est-ce que ça s'applique avec de la membrane variable? Alors non et non. Pour répondre à ta question, non, pour moi Ubacus ça s'applique pas sur le bâti ancien, et non, tu peux pas faire du dimensionnement de valeur SD hygrovariable. Okay. Parce que c'est du statique. Une valeur SD hygrovariable, c'est une valeur SD qui va évoluer avec le temps. Elle sera pas la même en été et en hiver. Donc comment tu demandes à un logiciel statique de prendre ça en compte? Elle va faire une moyenne des données et ça va te faire une photographie, et ce ne sera pas ce qui se passera dans la réalité. Là, il faut passer sur un logiciel dynamique. C'est la limite d'Ubacus en fait. Ubacus, ça va être très bien quand tu vas être sur des parois extérieures qui seront ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau, qui seront entre guillemets HPV, hautement perméables à la vapeur. Typiquement un mur ossature bois avec une façade ventilée, un bardage ventilé. Ou typiquement une charpente plus une couverture ventilée en sous-face, avec un écran de sous-toiture, HPV. Là, Ubacus, c'est parfait, parce que tu te cales dans les conditions les plus défavorables de l'année, en hiver, tu fais ta photographie, tu regardes ce qui se passe dans ta paroi, si ça condense pas quand il fait moins 10, moins 15 en hiver... Okay. Là, sur du bâti ancien, on peut oublier. On peut oublier, ça va te donner des petites pistes, notamment en thermique, parce que tu auras une bonne résistance thermique, oui. Ça va te donner le déphasage de ton complexe. Par contre, en termes de gestion d'humidité, Ubacus, c'est un peu faible. Okay. Notamment sur le bâti ancien, Ubacus, il ne saura pas s'il y a des remontées d'humidité, il ne saura pas quelle est la porosité de ta façade. Si tu as une pluie battante, est-ce que l'enduit que tu as à l'heure actuelle, est-ce qu'il laisse passer de l'eau ou pas? Est-ce que c'est étanche à l'eau ou est-ce que c'est poreux à l'eau? Ça, Ubacus, il ne peut pas te le donner. Il y a des logiciels qui sont beaucoup plus scientifiques, qui prennent tout ça en compte. Okay. Pareil, ton étanchéité à l'air, elle n'est jamais parfaite. Non. Donc tu vas avoir un peu de vapeur d'eau qui rentre dans le mur. Tu as toujours un défaut d'étanchéité à l'air. Ça, Ubacus ne prend pas en compte. Il faut passer sur le logiciel un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe, pour prendre tous ces petits coefficients, tous ces petits facteurs, ce que je pourrais appeler les facteurs chantier, en compte. On remercie Anaïs, Tom et toute l'équipe Steico pour avoir participé à ce projet. On espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à beaucoup de vos questions. Alors n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire ce que vous pensez de ce format. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, et à très vite au Petit Château 1780.